Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité renouvelée à Eden TV Diaspora FM de Média qui co-organise tous les dimanches l'émission Dimanche Politique, le rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de savoir un peu plus de l'actualité nationale et internationale. Celui que nous recevons aujourd'hui a une vie qui se partage entre les activités universitaires et politiques. On fera le point de sa participation au dernier rendez-vous électoraux au Bénin. Je veux parler notamment du parti FUR, le Front Uni pour la République. Dans cette émission, les présidentielles de 2016 occuperont la part belle. Également, on va d'abord parler de la LEPI telle qu'elle est conçue aujourd'hui, répond-elle aux aspirations, aux attentes du peuple béninois. Son actualisation sera également abordée et le coût élevé de l'organisation des élections au Bénin. On prendra l'appréciation de notre invité. L'ambiance préélectorale faite de mouvements, de suscitation de candidatures, cela respecte telles les normes démocratiques. L'héritage que s'apprête à laisser Boni Yayi à son prédécesseur sera également abordé en interactualité. On parlera du Rwanda et des deux Congos où des révisions de la Constitution battent le plein. Sur ce plateau avec nous, James William Gbagidi pour lever un coin de voile sur cette personnalité que nous recevons ce matin. James, bonjour. Bonjour Tranquillin, bonjour aux amis auditeurs de Diaspora FM, la 102.3 et bien sûr aux téléspectateurs de Eden Télévision. Nous recevons aujourd'hui une personnalité qui, comme vous l'avez dit, partage sa vie entre l'université et la politique. Né le 21 juillet 1963 à Cotonou, il a effectué ses études au Bénin, mais il en a été pratiquement, je dirais, chassé par la révolution marxiste-léniniste puisqu'il a dû continuer au Togo, au Cameroun, puis en France, notamment à l'école des hautes études internationales et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Maître de conférences habilité à diriger des recherches aujourd'hui en sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Il est ancien conseiller technique juridique du président Boni Yayi, ancien secrétaire général du gouvernement d'abord, ancien garde des Sceaux, donc ministre de la Justice, de la Législation et des droits de l'homme, toujours sous Thomas Boni Yayi. Il a été candidat à l'élection présidentielle de mars 2011. Ce fut sans succès puisque c'est Boni Yayi qui continue de gérer ce pays depuis lors. Il est auteur et il a publié 2 livres parmi les plus importants, en tout cas qu'il a publié. Nous pouvons citer une introduction à la sociologie politique publiée en 2013, mais surtout Boni Yayi ou le grand malentendu publié en 2012. Celui que nous recevons aujourd'hui est président du Front Uni pour la République, vous l'avez dit, Tranquillin, et il est candidat déclaré depuis 2012 pratiquement à la prochaine élection présidentielle. Son nom c'est Victor Prudent Tokpanou. Victor Prudent Tokpanou, bonjour. Bonjour à vos téléspectatrices et téléspectateurs et aux auditeurs de votre radio. Merci à vous donc d'accepter notre invitation. Premières impressions à l'arrivée à Eden TV, jeune télévision qui commence peut-être à se faire une place sur l'échiquier médiatique national. Écoutez, pour l'instant, je ne peux me prononcer que sur les signes extérieurs, puisque vous êtes très bien logé, un très beau bâtiment. Dans le studio, moi qui suis habitué de quelques studios télévision tout de même, je trouve que vous êtes très bien équipé. Je faisais tout à l'heure la blague à votre technicien en disant que c'est la première fois que j'ai 2 micros. Je suis habitué à un seul. Donc cela veut dire que de ce point de vue-là, techniquement, vous êtes au point. Maintenant, je peux aussi dire que du point de vue substantiel, puisque je regarde vos émissions matinales depuis quelques semaines tout de même. Je trouve qu'il y a de la matière, il y a de la réflexion. Vous essayez de faire autrement que ce à quoi on est habitué dans le pays depuis quelques années et c'est tout à votre actif. On ne peut que vous encourager. Merci à vous, Monsieur le ministre, et merci également de n'avoir pas marchandé votre disponibilité à nous accompagner ce matin dans Dimanche Politique. On l'a dit, vous avez une vie qui se partage entre les activités universitaires et politiques. D'abord, est-ce compatible? Si oui, est-ce facile? En plus, ce que vous avez si bien dit dans ma présentation, dans ma biographie, et que vous n'avez pas répété là, c'est quand même que je suis professeur de sciences politiques.
Donc c'est très bien d'ailleurs que des gens qui enseignent la théorie puissent avoir l'occasion de faire la pratique et que ce faisant, tout le monde sait l'intérêt qu'il y a à nourrir la théorie par la pratique et ainsi faire évoluer l'une et l'autre. Donc je pense que c'est avec beaucoup d'intérêt qu'à titre personnel, je fais de la politique. Je pense que les profs d'université devraient être beaucoup plus nombreux à en faire parce qu'ils ont la compétence pour et parce qu'ils ont les prédispositions pour en faire. À partir de ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas les y inviter. Dire que ça n'est pas compatible, c'est tout le contraire. C'est très compatible. C'est l'une des fonctions, comme on appelle dans la société, une fonction d'indépendance, c'est-à-dire la fonction d'enseignant. Elle permet en amont d'acquérir le savoir, la connaissance et ensuite de la mettre à la disposition de la société en faisant de la politique. Je pense que les enseignants sont beaucoup mieux placés que d'autres secteurs d'activité de la société pour faire de la politique. Est-ce facile? En réalité, je ne sais pas ce que vous mettez dedans. Si c'est si facile, ça veut dire est-ce que c'est toujours en harmonie? Là, effectivement, c'est une question de fond, parce que j'ai souvent l'habitude de dire aux étudiants qui vous interpellent de votre retour de gouvernement sur telle théorie que vous avez enseignée et telle pratique que vous avez posée. J'ai souvent l'habitude de dire que quand on est politique, d'abord quand on est enseignant et qu'on rentre dans la politique, on cesse d'être enseignant. Donc il ne faut pas continuer de juger les acteurs politiques, fussent-ils des enseignants, à travers les prismes d'enseignants. Il faut simplement voir dans le parcours qui est le leur en politique s'ils ont été capables de respecter certains principes fondamentaux. C'est tout l'intérêt. Victor Tokpa, nous, on vous a vu vous positionner lors des dernières élections. On ne vous a pas vu plutôt vous positionner pour les dernières élections législatives, mais seulement pour les locales et les communales, qui du reste n'ont pas abouti aux résultats espérés. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Écoutez, parce que je considérais que le législatif reste le législatif et que quand on veut être président de la République, c'est plutôt de l'exécutif. Et qu'en allant donc aux élections communales et en espérant être maire, on s'habitue à la pratique de l'exécutif. Ce que ne confère pas du tout l'élection législative. C'était le fondement de mon choix. Maintenant, c'est vrai que j'étais bien conscient qu'en allant au communal, c'était des réalités totalement différentes, c'était des contradictions internes à régler, que ça, il y avait finalement, ça n'a pas l'air, mais en réalité, aller au communal, c'est encore plus compliqué que d'aller au présidentiel. Et les résultats sur le terrain par rapport à votre participation aux élections communales, comment peut-on expliquer l'échec de votre parti? Vous n'avez pas eu un conseiller, même pas... en tout cas dans votre circonscription électorale. Oui, vous n'avez pas zoomé sur les résultats. Il y a eu deux élections dont vous avez parlé, les élections communales et les élections locales. Ce que vous n'avez peut-être pas dit et qui est important de dire, c'est que c'est la première fois que ce parti qui est né en 2012 prenait part à une élection. Que cette parti avait en face des alliances de partis. Et pas seulement des partis jeunes, mais d'anciens partis qui étaient déjà sur le terrain depuis longtemps. Je pense notamment à la RB-RP, je pense au FCBE, je pense à l'UN, le PRD qui n'était pas en alliance, mais qui est quand même un parti relativement ancien, qui a une grande influence dans le pays. Donc nous étions conscients de cela, mais nous avons quand même voulu y aller parce que nous faisons partie de ceux qui travaillons dans le long terme, parfois même le très long terme. Et qu'on s'est dit que si dans 25 ans, on veut être le premier parti du Bénin, il faut commencer par y aller aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on y allait. C'est vrai qu'au niveau des communales, on n'a pas eu les résultats escomptés, mais je puis vous annoncer que depuis vendredi, le FUR dirige un quartier, le quartier Bodjo. Et demain, sans aucun doute, après les résultats définitifs d'Agamadé, ça sera encore le FUR. Et donc, quand un parti comme le nôtre va à une élection face à ce qu'on appelle ici les anciens partis, les grands partis, et qu'on s'en sort quand même dans la gestion au niveau local de deux quartiers importants, je pense que c'est déjà beaucoup. Une fois de plus, pour nous qui travaillons dans le long terme. Très bien. Votre parti, le FUR, vous l'avez inscrit dans la ligne opposée à celle du gouvernement depuis qu'il est créé, mais vous avez apporté votre soutien lors des élections législatives d'avril dernier
à Fred Huenou. Fred Huenou est actuel conseiller à la jeunesse du président de la République. Et à cette époque-là, il ne cachait pas sa volonté de voir réviser la Constitution du Bénin, une révision à laquelle vous étiez quand même opposé. N'y a-t-il pas une forme d'incohérence dans ce choix? C'est une incohérence apparente, elle n'est qu'apparente. Parce que le débat sur la révision de la Constitution au Bénin révèle très nettement, lorsque vous n'en êtes pas spécialiste, que ceux qui en parlent ne savent pas toujours de quoi ils parlent. C'est vrai que c'est un débat qui devrait concerner tout le monde parce que c'est la Constitution du Bénin. Peu importe que l'on soit spécialiste ou pas, c'est une question nationale, j'en suis d'accord. Mais dans le même temps, au sein de ce débat-là, lorsqu'il y a des spécialistes qui parlent, vous vous rendrez compte très rapidement que le discours n'est pas du tout le même que celui des non-spécialistes. Et la plupart du temps, ce qui est arrivé, et je pense que c'est ce qui est arrivé avec Fred Huenou, que j'apprécie beaucoup pour d'autres raisons d'ailleurs, c'est le fait qu'il soit convaincu que les objectifs qu'il se fixe pour la révision ne peuvent être atteints que par la révision. Ce faisant, ils font une lourde erreur, c'est qu'ils sont convaincus que tout doit être dans la Constitution. Or, tout ne peut pas être dans la Constitution. Et les objectifs qu'ils poursuivaient pouvaient très bien être obtenus par la loi, au point où nos compatriotes en sont même arrivés à oublier que la Constitution est d'abord une loi. Et que c'est par fiction juridique qu'on l'a fait de façon formelle la première des lois, la loi au-dessus des lois. Mais avant tout, c'est une loi. Et donc, qu'il s'agisse, à l'époque, j'avais eu l'occasion de le dire, qu'il s'agisse de la question de l'imprescriptibilité des crimes économiques, on peut très bien l'obtenir par la loi, que ce soit la question du renforcement des pouvoirs de la Chambre des comptes pour en faire une cour ou en tout cas une indépendance suffisamment grande au point de ne pas dépendre du gouvernement. On pouvait également l'obtenir par la loi. La question de l'installation de la Sénat, la preuve c'est qu'on l'a obtenu par la loi. Donc il y a beaucoup d'objectifs que ceux qui parlent de la révision constitutionnelle se fixent et qui peuvent être atteints par la loi sans être forcément obligés de réviser la Constitution. Et je pense que quand j'ai échangé longuement avec Fred Huenou sur cette question, j'ai eu le sentiment qu'il faisait partie de ceux qui, effectivement, pensaient qu'il fallait nécessairement réviser la Constitution. Une Constitution, normalement, c'est un test à minima. On n'y met que les valeurs fondamentales, la nature des rapports que l'on veut installer entre les différents pouvoirs, et ça s'arrête là. On ne cherche pas à la gonfler, à faire une constitution de 1000 articles pour essayer de régler tous les problèmes. On ne s'en sortira d'ailleurs jamais. Donc, de mon point de vue, il n'y avait pas d'opposition substantielle entre Fred Huenou et moi. Les objectifs qu'il poursuivait me semblaient nobles. Je pense aussi qu'on devrait les poursuivre. Mais j'ai pensé qu'au lieu de réviser la Constitution, on pouvait les atteindre par la loi. Monsieur le ministre, ça fait aujourd'hui 3 ans que vous avez déclaré votre candidature à la présidentielle de 2016, contrairement à d'autres qui attendent toujours de faire cette déclaration officielle. Aujourd'hui, n'arrivez-vous pas à essouffler aux portes de 2016 ? Non, pas du tout essoufflé. La preuve, c'est que au moins l'histoire me donne raison, parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une scène totalement ridicule, pas sérieux et irresponsable. Ridicule parce que vous avez des candidats qui ne savent pas assumer leurs responsabilités et qui payent des citoyens pour susciter leur candidature. Irresponsable parce que dans une démocratie qui se respecte, le candidat se déclare et puis les gens se positionnent par rapport non seulement à leur moralité, mais aussi et surtout par rapport à leur programme. Alors, quand on refuse de se présenter tôt, on fuit le débat, on ne respecte pas le peuple souverain et à la limite on donne de notre pays à l'extérieur une image ridicule parce qu'ils se disent à l'extérieur mais les Béninois ils en sont encore là. Lorsqu'ils vont susciter à coups de millions les candidatures des uns et des autres et que les candidats viendront leur dire mais écoutez, j'y suis pour rien, j'étais tranquille dans mon coin, c'est vous qui êtes venu me susciter, m'appeler, moi j'ai répondu, donc je n'ai aucune responsabilité dans cette affaire. C'est ridicule. Mais néanmoins, est-ce que vous pensez avoir atteint les objectifs que vous vous êtes fixés quand vous avez déclaré cette candidature aussitôt? Non, le premier n'est pas atteint. Le premier, c'est lequel? C'est celui d'amener les autres aussi à se déclarer tôt. Je me suis rendu compte que ça n'a pas pris.
forcer la main aux autres Voilà. présidentiables. Comme ça aurait permis, justement, depuis au moins 1 an ou 2, que sur les questions essentielles de notre société, qu'il s'agisse des questions politiques, qu'il s'agisse des questions économiques, qu'il s'agisse des questions culturelles, sociales ou autres, qu'ils puissent se prononcer. Que l'on n'attende pas les 2 dernières semaines, au moment où presque plus personne n'a les oreilles pour écouter ou entendre, ou les yeux pour voir, tout le monde n'a Dieu que pour les tournées à l'intérieur du pays. Nous avons quand même 77 communes qu'il faut parcourir, ça prend du temps, c'est épuisant. Et donc quand on attend les 2 dernières semaines, on n'a que le temps pour faire cela. On n'a plus le temps de débattre, on n'a plus le temps de proposer à nos compatriotes. Et ce faisant, nous avons une démocratie relativement pauvre, puisque l'activité politique se réduit au mouvement de suscitation de week-end en week-end, et puis on va attendre peut-être 2 mois ou 1 mois avant les élections, et puis tous ceux qui ont été suscités vont venir dire oui, je suis d'accord, vous m'avez suscité, je suis d'accord. À partir de ce moment-là, on va courir, on va mettre des équipes en place pour écrire des programmes que personne ne respectera. Et donc, fondamentalement, vous me donnez l'occasion de préciser que moi, mon engagement en politique est un engagement de conception. C'est une différence fondamentale de conception entre moi et la plupart des acteurs politiques d'un double point de vue étatique et démocratique. Ce qui se joue là, c'est la confrontation entre 2 conceptions de l'État, 2 conceptions de la démocratie, et c'est bien pour ça que j'ai pensé dans la conception qui était la mienne et celle que partagent mes amis politiques avec moi, qu'il était important de se présenter tôt, comme dans tous les pays démocratiques qui se respectent. Dans certains pays, vous avez même droit à des primaires, presque 1 an, 2 ans avant les élections. Vous avez certains endroits où le chef de parti est désigné presque 2 ans à l'avance, et tout le monde sait en France, par exemple, que tel ou tel sera candidat, parce que justement désigné par son parti. Ça permet à la population de pouvoir l'interpeller au quotidien sur leurs problèmes, leurs difficultés. Mais là, vous allez voir venir, vous voyez tout le temps, tous les week-ends, encore celui-ci, vous verrez des reportages des mouvements de suscitation, de gens qui n'ont jamais demandé à être candidats et qui vont vous dire, je n'ai aucune solution à vous proposer puisque je n'ai pas cherché à être candidat. Oui, mais comment pouvez-vous expliquer le fait que les autres candidats ne se déclarent pas? Qu'est-ce qu'ils cachent? Comment expliquez-vous cette réticence? Vous savez, je l'ai toujours dit depuis 2 ans, je pense que c'est parce qu'ils fuient le débat d'idées, parce qu'ils n'en ont pas. Et ensuite, parce qu'ils ont des moralités, pour ne pas dire douteuses, mais à tout le moins contestables. Et ils ont peur que s'ils se déclarent tôt, on assiste à des scènes du genre de ce qu'on a vu. Vous avez vu la dernière fois la sortie médiatique de Martin Rodriguez. Il a suffi simplement qu'on ait suscité une candidature quelque part, qu'on a immédiatement eu droit à une sortie médiatique de Martin Rodriguez. Une sortie à laquelle, qui est restée sans réponse d'ailleurs jusqu'à présent. Donc c'est ce que justement beaucoup de candidats craignent. C'est-à-dire que si vous vous déclarez tôt, on ira vous dire « Ah, mais vous êtes impliqué dans telle affaire, ah, vous avez détourné ci, ah, vous avez fait ça ». Et donc pour éviter cela, on attend le dernier moment, au moment des vacarmes, de la campagne, où tout le monde n'a Dieu que pour les grands meetings, etc. Et on se présente, on n'a plus le temps d'écouter les critiques. Et comme ça, vous vous laissez passer entre les mailles du filet, des gens qui maîtrisent très bien le système parce qu'ils savent sur quoi c'est fondé, et puis ils passent. Et après, tout le monde se dit, ah, on s'est trompé, on ne savait pas. En tout cas, voilà, c'est juste pas sérieux, c'est une image ridicule que nous donnons de notre pays. Et nous avons voulu incarner dans ce pays le courant de ceux qui, nombreux, très nombreux, qui relèvent même de la majorité silencieuse et qui ont une conception de l'État et de la démocratie totalement différente de ce qui se déroule sous nos yeux depuis bientôt 25 ans. Est-ce ce que vous appelez le grand malentendu dans le livre que vous avez publié sur Thomas Boniaï? Mais si vous m'aviez lu, vous avez très bien compris. C'était bien cela. Parce que je m'étais rendu compte avec ma proximité du président de la République qu'un sujet simple, hein, la lutte contre la corruption. Lorsque les citoyens béninois qui voulaient voter pour le président de la République en 2006 parlaient de la lutte contre la corruption, eux, ils pensaient à la classe politique, qui est corrompue.
Mais en même temps, lorsque le président de la République, candidat à l'époque, parlait de la lutte contre la corruption, il était dans une logique inverse, c'est-à-dire la mentalité des Béninois. Et s'il y avait eu un débat 1 an plus tôt, 2 ans plus tôt, on se serait rendu compte du malentendu. Et la question aurait été réglée de façon différente. C'est un exemple simple. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans une démocratie qui se respecte, on fait la part belle aux débats contradictoires, notamment sur les programmes de société, les programmes de gouvernement et les projets de société. Monsieur le ministre, vous maintenez votre candidature? Il ne manquerait plus que ça. Si je ne suis pas candidat, tous les milliers de Béninois qui se retrouvent dans le courant que j'incarne. Quand on va à une élection, c'est pour gagner. Et comment comptez-vous gagner avec le FUR? En fait, c'est aussi ça le problème des Béninois. Quand vous avez 10 candidats, les 10 candidats souhaitent gagner. Mais en même temps, ils savent qu'il n'y a qu'un seul poste. Donc, il n'y a qu'une personne qui gagne. Et donc, tout le monde fait le maximum pour gagner. Mais il faut pouvoir être capable d'accepter la défaite. Donc, pour accepter la défaite a posteriori, il faudrait déjà a priori l'intégrer. Une élection, on n'y va pas, comme vous dites, pour la gagner. On y va parce qu'on veut la gagner. Mais quand on y va, on peut gagner comme on peut perdre. Il faut toujours l'avoir présent à l'esprit. Alors, il faut toujours demander aux gens, compte tenu de vos moyens, compte tenu de votre stratégie, est-ce que vous voulez gagner? Est-ce que vous pensez pouvoir gagner? Il y a des pays dans lesquels on vous dit d'ailleurs, les candidats vous disent, si je fais un score honorable de 15%, ça va être bon en vue de la prochaine élection. Ici, on a le sentiment que c'est, comme on dit souvent, l'application en politique de la théorie du social lucha. On veut y aller, là on doit gagner. Non, on peut ne pas gagner. S'il ne tenait qu'à ça, vous savez, le président Mbedi, il y a longtemps qu'il aurait cessé de faire la politique. Il a été à presque toutes les élections, pas presque, il a été à toutes les élections présidentielles depuis 1991. Il n'a jamais gagné aucune, mais il a fini, il sortira de la vie politique par la grande porte, président de l'Assemblée nationale, et puis tout le monde attend son opinion pour d'ailleurs savoir si elle sera déterminante ou pas dans la prochaine élection présidentielle. Donc c'est un exemple. Il a souvent fait de bons scores aussi, hein, avec son parti, le PRD. Oui, il a toujours fait entre 91 et 2001, il a fait 19%. Et de 2006 à aujourd'hui, il a fait entre 25 et 30%. Oui, c'est de bons scores. On a une pratique souvent, il y a ceux qui se positionnent et qui désistent en faveur de X ou Y bien avant le jour même de l'élection présidentielle. Il y en a d'autres encore, après l'élection, accordent leur 0,002% ou etc. à un candidat qui se serait bien positionné. Vous retrouvez à quel niveau? Non, c'est deux stades différents du processus. Hein. Ceux qui se désistent avant le premier tour, c'est des plaisantins. Il n'était pas obligé de venir dire. Vous ne voulez pas être un plaisantin? Non, j'ai jamais été plaisantin. Ça se saurait. Est-ce que j'ai la tête de plaisantin? Mais par contre, après le premier tour, le suffrage exprimé par nos compatriotes doit toujours être analysé. C'est un message. Alors, si vous êtes démocrate, vous respectez le message. Si vous n'êtes pas démocrate, vous le dénoncez. À ce moment-là, on va vers les conflits. Mais moi, je suis démocrate, je le resterai jusqu'au bout. Je verrai le message que les Béninois adresseront. Je m'emploierai à les convaincre du mieux possible afin de pouvoir obtenir leur suffrage. Mais s'ils m'envoient le message en disant « pour cette fois-ci, nous préférons telle personne », je me dirais « j'ai peut-être pas eu assez de temps, assez de moyens, assez de ressources, d'arguments pour les convaincre du contraire ». Je prends acte. Quelle analyse pouvez-vous faire du choix que les Béninois voudraient faire si on a 2 candidats au second tour et justement parmi ces 2 candidats, vous ne pouvez déterminer avec précision lequel des 2 fait partie ou du moins obtient l'adhésion populaire puisqu'il n'est pas élu au premier tour? Non, vous savez que le deuxième tour, c'est la reprise des élections. C'est-à-dire qu'on fait le premier tour, c'est comme des primaires dans des démocraties. On ne fait pas de primaires et les citoyens décident de mettre 2 en tête. Ça veut dire que des 2, l'opinion se retrouvera au moins dans l'un. Et à partir de ce moment-là, vous aidez, vous recommencez votre campagne,
vous aider la population à bien choisir en fonction de ce qu'elle vous offre. L'expression de l'opinion en démocratie est fondamentale parce que vous savez que le principe, c'est la souveraineté au peuple. Et si on ne peut pas respecter ça, ce n'est pas la peine de se dire en démocratie. Nous parlons donc déjà de la présidentielle de 2016, nous allons continuer. Mais nous allons maintenant parler des institutions qui sont impliquées dans ce processus. D'abord, nous allons parler de la LEPI, la liste électorale. Cette liste, telle que nous l'avons pensée, telle que la classe politique béninoise l'a pensée au départ avec la société civile, est-elle conforme à ce que nous avons obtenu à l'arrivée et à ce que nous sommes en train de tenter de réviser déjà à nous? Écoutez, au-delà de la question de la LEPI, je disais tout à l'heure que mon engagement politique, c'était un engagement pour une certaine conception de l'État d'une part et de la démocratie d'autre part. À travers cette question, le débat se repose, la question se repose. Pour moi, je vous ai dit tout à l'heure, la démocratie, c'est l'expression de la souveraineté nationale. C'est le suffrage universel qui exprime l'opinion. Et donc, en démocratie, le respect de l'opinion est fondamental. Or, tout le monde sait, sauf à jouer aux hypocrites, que depuis 1991 que nous avons commencé les élections, la démocratie, il y a une frange majoritaire de notre classe politique qui s'est toujours donnée à la fraude électorale. La question de la fraude électorale exprime au grand jour la conception même que l'on se fait de la démocratie. Quand vous avez une conception noble de la démocratie, vous ne pouvez même pas penser un instant à la fraude électorale, pas un instant. Or, dans notre pays, la fraude électorale est devenue l'activité la mieux partagée dans notre système démocratique. Et dès que vous êtes candidat, il se trouve toujours des gens qui viennent vous offrir des solutions de fraude. La liste électorale est devenue l'enjeu de toutes les fraudes. Et c'est précisément pour ça qu'elle donne lieu à des tiraillements à n'en plus finir. Est-ce que les listes sont réellement valables? La question a toujours été posée. Je vous donne plusieurs exemples. Souvenez-vous, en 1991, lorsque le président Soglo avait gagné, les partisans de Kérékou avaient crié au là en disant que c'est Kérékou qui avait gagné et qu'on avait fraudé, on avait volé la victoire de Kérékou. Pareil en 1996. Lorsque Kérékou a gagné cette fois-là, le camp Soglo a crié à la fraude. En 2001, vous vous souvenez tous du retrait de Soglo et de Humbedi du deuxième tour au motif que c'était une mascarade. En 2006, on a pensé que pour la première fois, on avait des élections libres et démocratiques. En 2011, le chaos, tout le monde sait comment ça a été vécu. Donc, tout se passe comme si les acteurs politiques de la démocratie béninoise fuient finalement le suffrage universel et se donnent les moyens de biaiser l'expression populaire. Et ce moyen, ça passe essentiellement par la liste électorale qui est toujours contestée, qui est toujours mal prise et pareil pour la Sénat. Parce que pour beaucoup, la Sénat, c'est l'incarnation même de la fraude. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas formellement démontré, mais fortement contesté. Aujourd'hui, avons-nous la LEPI, oui ou non? Ce que nous avons là, est-ce vraiment une liste électorale permanente informatisée? Écoutez, si vous parlez de la LEPI de 2015, on pourrait en parler. Mais vous vous souvenez de tous les débats qu'il y a eu sur la LEPI de 2011, où l'honorable candidat Zanaï est venu à la télé, sur une chaîne concurrente, dire que lui sait où est le double de la clé de la LEPI. Et c'est bon, il dit on a donné un spectacle affligeant. Et ça se poursuit. Est-ce qu'en 2015, on a une liste informatisée? Sur le principe de l'informatisation, je pense que oui, on a une liste informatisée. Mais le problème, c'est que on a voulu y ajouter un P qui est permanente. C'est ça.
Voilà. Et c'est là où le débat se pose. Est-ce qu'il est normal, d'ailleurs, d'avoir une liste permanente? On ne peut pas avoir une liste permanente. Ça n'a pas de sens. On l'appelle liste permanente et pourtant, à chaque élection, Voilà. on la C'est la revisite. preuve qu'elle ne peut pas être permanente. Donc, normalement, on aurait pu trouver une autre formule. Mais tout le monde sait à peu près ce qu'on veut dire par là. C'est qu'on va garder désormais un fonds qu'on va réactualiser tout le temps. Mais on aurait pu l'exprimer autrement. Elle n'est pas permanente. Parce que permanente, ça veut dire figée. Mais tout le monde sait que la note n'est pas figée. La preuve, c'est qu'on a remis en place le COSLEPI pour actualiser la liste. Donc, l'idée de l'actualisation est une bonne idée. Parce que au 31 décembre de chaque année, il y a une tranche d'âge qui arrive à l'âge de vote, c'est-à-dire les 18 ans. Donc, il faut pouvoir les intégrer chaque année. Et donc, sur le principe, je n'ai pas d'objection. Mais fondamentalement, c'est la fiabilité de la liste qui est en cause. Et c'est ce que tout le monde dénonce. Parce que tous les partis politiques ont eu des histoires à raconter. Nous aussi, d'ailleurs. Nous avons vu certaines communautés étrangères nous approcher pendant les élections pour nous proposer leur soutien en sachant bien qu'ils n'étaient pas béninois. Et donc, ça veut dire que la facilité qu'il y a à frauder à la base, à permettre à tout le monde de s'inscrire sans contrôle strict, pose un vrai problème de fiabilité. Des gens qui sont de passage au niveau des zones frontalières, le jour des inscriptions, qui s'inscrivent et qui repartent sans être forcément béninois, on en connaît. C'est partout, dans toutes les zones frontalières. Ou alors demander une attestation de résidence à un chef de quartier pour accomplir une formalité, c'est ce qu'il y a de plus facile chez nous. Et donc, le vrai problème qui se pose, c'est le problème de la fiabilité de la liste, et non pas autre chose. Elle peut être manuelle ou informatisée, permanente ou provisoire. Le problème, c'est la fiabilité. Et la fiabilité, franchement, pose un réel problème. Et au-delà de la fiabilité, il y a un autre problème que pose cette liste-là, c'est le coût. Chaque année, il faut investir des milliards pour la réviser. On a parlé de 45 milliards pour la première liste. On en a dépensé pratiquement une quinzaine de milliards pour la suite de l'actualisation en 2015. Et puis, toujours en 2015, maintenant, on demande encore des milliards pour cette liste-là. Comment se fait-il que l'actualisation coûte aussi cher? Écoutez, une fois de plus, on revient là à ce que j'appelle la confrontation de deux conceptions. Vous savez, d'un côté, il y a l'immense majorité des cadres et de nos concitoyens qui sont convaincus que l'État, c'est un immense gâteau et que tout au long de sa vie, on doit travailler à accéder à une fonction de l'État pour prendre sa part, rien que pour prendre sa part et pas autre chose. Et de l'autre, nous qui estimons que l'État, c'est l'incarnation de la volonté générale et qu'il y a un certain nombre de comportements déviants qu'il ne faut pas avoir. Et donc, à partir de ce moment-là, quand vous avez affaire à des gens qui sont convaincus que c'est une fois au contact de cet État qu'il faut prendre leur part, parce que leur part de gâteau, ce n'est qu'à ce moment-là, forcément, vous avez des comportements aussi déviants. Moi, j'ai eu l'occasion de vivre de très près la campagne de 2008, parce que j'étais secrétaire général du gouvernement. J'ai vu à l'époque les conflits qu'il y a eu entre la Sénat, le gouvernement, sur le budget, etc. Et on se rendait bien compte que c'est souvent l'occasion pour les partis qui envoient leurs membres au sein de cette structure-là, d'essayer de s'aménager quelque part du gâteau, et puis voilà. Donc sinon, absolument rien ne justifie des budgets aussi faramineux. Vous allez au Niger, à côté d'un pays plus de 20 fois vaste que le nôtre, les élections ne coûtent pas aussi cher. Ils vont chercher entre 5 milliards. Mais chez nous, et ça n'a l'air de gêner personne. Et ça ne dérangera personne aussi longtemps que tous ces acteurs-là sont convaincus que l'État, c'est un gâteau et que c'est à leur tour d'en prendre. Sinon, nous avons eu l'idée de la Sénat. À titre personnel, je n'ai jamais été d'accord avec la Sénat. Parce que pour moi, c'est une structure, une institution qui incarne la méfiance. On était méfiant vis-à-vis du ministère de l'Intérieur. Et sous Soglo, on a pensé que le ministère de l'Intérieur ne peut organiser que des élections pour permettre à celui qui est au pouvoir de gagner.
alors que dans tous les pays, c'est comme ça que ça se passe. Un président peut être en place, organiser et perdre. Et donc, on a eu les premiers, l'idée de la Sénat. Très rapidement, les pays africains nous l'ont copié. Mais enfin, que les pays africains. C'est un détail important. Et donc, le fait d'avoir une structure supplémentaire fait que vous avez nécessairement des dépenses supplémentaires. C'est le ministère de l'Intérieur qui est le gardien de l'état civil du Bénin. Il eût été plus facile de lui demander, sur la base du fichier central de l'état civil, de sortir l'extrait des électeurs. On ne serait pas en train de dire qu'il faut une coslépi tous les ans, qui aura 6 mois de validité. Mais c'est vrai que quand vous en parlez, comme on est dans un milieu où l'immense majorité, ils trouvent leur compte, tout le monde vous dit, mais non, vous voulez, c'est du retour en arrière, machin. J'ai dit, mais non. Quand vous dites, oui, le président Sarkozy était président, il a organisé, il a perdu. Balladur a organisé, il a perdu. On vous dit, oui, mais on n'est pas la France, ils sont avancés. Mais ils sont avancés par rapport à quoi? Ils ont été à la même école qu'eux. Et ceux qui disent ça, c'est des élites en réalité. La même chose se passe au Sénégal. Le Sénégal organise les élections avec son ministère de l'Intérieur. On vous dira qu'on n'est pas sénégalais. Oui, on vous dira qu'on n'est pas sénégalais. Monsieur le ministre, vous indiquez que généralement les budgets des institutions impliquées dans l'organisation des élections au Bénin, ces budgets sont généralement gonflés parce qu'il y a une bonne partie qui alimente d'autres intérêts. Comment arriver aujourd'hui à réduire un peu le financement des élections au Bénin? Doit-on passer par la compression des institutions ou le couplage? Parce que notre démocratie nous impose l'organisation de plusieurs élections. Il y a d'abord le fait qu'il faut mettre au poste de responsabilité des gens qui ont une certaine conception de l'État. Aussi longtemps que nous sommes en politique. Mais ça se sait. Il suffirait simplement de faire passer au pays fin le parcours de chaque individu. Vous saurez comment il s'est comporté. Lorsque vous avez été ministre 3 ans, 4 ans, que vous avez une bagatelle de 50 maisons, ou qu'on vous crédite de milliards, etc., vous dépensez des milliards avec insolence, forcément vous êtes soupçonné, c'est le minimum. Et celui-là, il ne peut pas venir sur vos plateaux parler de l'État et vous y croirez. C'est aussi pour ça qu'il faut les discussions publiques. Nous sommes dans un pays où le nombre de journalistes d'investigation est relativement très peu élevé, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que m'ont dit les responsables des corporations de journalistes. Les journalistes n'aiment pas être des investigateurs dans notre pays. Sinon, il y a beaucoup de choses que vous auriez pu faire avancer, les journalistes. Vous savez comment vous appelle. Le confrère aimerait bien faire le travail. Il y en a qui font déjà le travail sur le terrain. Je veux parler de l'investigation, mais c'est aussi un financement. Lorsqu'il n'y a pas les moyens pour aller sur le terrain, lorsque vous constatez qu'il y a des blocages, l'accès à l'information n'est pas toujours facile, quand bien même le nouveau code a essayé de lever ce verrou-là. Mais c'est un problème d'abord sociologique. Ça, c'est une parenthèse. C'est pas ce que je crois. C'est pas ce que je crois. Ce que je pense, c'est que jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'entreprise de presse. Vous avez eu des journaux, des télés qui ont fonctionné sur la base de la richesse personnelle d'un individu. Vous, ici, vous êtes souché sur, une entreprise. Les nouvelles chaînes qui apparaissent au Bénin sont des chaînes beaucoup plus solides. Les anciennes ne pouvaient pas faire ce travail, effectivement. C'est pareil pour la presse écrite. C'est pareil pour la radio. Parce que, justement, ils n'étaient pas souchés sur des entreprises de presse viables. Ils étaient fragiles et dépendaient pour une large part des contributions des différents acteurs. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez même pas les attaquer. Vous savez comment j'ai l'habitude d'appeler certains journalistes? C'est des receleurs qui aiment bien attendre que les hommes politiques aillent voler. Nous sommes aussi des receleurs. Non, les nouvelles chaînes, je ne pense pas. J'ai une idée complètement différente des nouvelles chaînes, notamment Sika TV, Radio Soleil, DNTV. Ces nouvelles chaînes qui, derrière, ont des gens qu'on connaît de par leur parcours dans l'industrie, de par leur parcours dans les affaires, etc., qui sont capables de mettre les journalistes à l'abri de tout besoin. Parce que quand vous n'êtes pas capable de mettre vos journalistes à l'abri de tout besoin, ne soyez pas surpris qu'ils aillent échanger des informations contre 50 000 francs, des fois même 10 000 francs. Souvent, à la veille des week-ends, lorsque vous avez des activités, c'est 5 000 francs qu'on donne, non, par journaliste représenté, par presse. Bon,
forcément la qualité s'en ressent. Et donc c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Et si on choisit de bien faire les choses, on peut y arriver. Vous proposiez des solutions pour réduire le coût des élections, et notamment oui, d'abord ceux qui sont chargés de les diriger. Et puis ensuite, je dis par exemple, si j'en avais le pouvoir, je sais que ça peut me coûter des voix, mais je le dis, si j'en avais le pouvoir, je retournerais les élections au ministère de l'Intérieur. Parce que c'est une structure permanente. Et au lieu de dire on ne fait pas confiance au ministère de l'Intérieur, moi je dirais comment on fait pour avoir plus confiance au ministère de l'Intérieur. Si on s'était posé cette question et qu'on avait travaillé dans ce sens, 25 ans après aujourd'hui, on aurait tous confiance en notre ministère de l'Intérieur. Et moi je pense par exemple que pour avoir une meilleure confiance au ministère de l'Intérieur, il suffit juste d'autoriser les partis intéressés à exercer un contrôle sur le ministère de l'Intérieur dans la période des élections. Ça ne coûte pas un centime. Mais est-ce que dans ces circonstances-là, on peut être certain, avec notre sociologie politique, au point où nous en sommes arrivés, que les responsables de ce ministère de l'Intérieur, les cadres de ce ministère de l'Intérieur, ne vont pas faire le jeu, soit ainsi que ça se passe à la Sénat, peut-être aujourd'hui, de celui qui est au pouvoir, bien de celui qui a les moyens économiques d'influencer le système politique. Oui, mais ma réponse est contenue dans votre question, puisque vous, finalement, en allant à la Sénat, on ne l'a pas obtenue. Vous avez dit vous-même ainsi que ça soit associé à la Sénat. Alors à quoi ça sert de déplacer les problèmes? Quand on est responsable politique, on ne déplace pas des problèmes, on règle les problèmes. Parce qu'à force de les déplacer, ils seront là, ils vont grossir, et au moment de les régler, ils deviennent beaucoup plus violents. Voilà. Donc si on l'avait réglé depuis 25 ans, on n'en serait pas là aujourd'hui. Tout le monde se satisfait de ce que fait la Sénat. Moi, je peux vous dire, malheureusement, je ne pourrais pas le citer publiquement. Il m'a dit, mais je ne crois même plus aux élections chez moi, alors que je suis à la Sénat, dans la structure. J'y crois plus. C'est pour vous dire que ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. C'est quand même assez grave comme... C'est tellement grave que c'est pour ça que je vous dis, moi, je ne peux pas ne pas être candidat. Parce que je veux continuer d'incarner dans ce pays le courant de tous ceux qui pensent qu'il faut que ça change. On est peut-être minoritaire aujourd'hui, mais le propre d'une démocratie, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les idées minoritaires la veille puissent devenir majoritaires le lendemain. Ne pas y aller du tout, c'est disparaître. Et on ne peut pas accepter de laisser le débat entre les mains de ceux qui ont cette conception et de l'État et de la démocratie dans notre pays. Ce serait à désespérer. Dans un autre registre, monsieur le ministre, parlons en quelques mots de la Cour constitutionnelle, dont la décision 156-15 relative à l'âge de la candidature pour l'élection présidentielle reste fortement querellée. La Cour conserve-t-elle, à votre avis, toute sa crédibilité dans ce processus au regard de cette décision? J'aurais préféré que la question de la crédibilité soit détachée de la décision en question. Parce que je vais peut-être vous surprendre. Mais je n'ai pas souvent eu peur de surprendre. La décision querellée ne me pose pas beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que la décision n'a pas statué sur l'article 44. L'article 44 qui fixe les critères d'éligibilité. Oui. Voilà. La décision a statué sur l'article 26. Nous sommes dans un pays où plus personne ne veut lire les tests, ni les décisions. J'ai la décision sous les yeux. Lorsque vous lisez l'article 1er, la décision dit le bureau politique de l'Union fait la nation a violé l'article 26. L'Union fait la force. L'Union fait la force, excusez-moi, UFF, a violé l'article 26 de la Constitution. Elle n'a pas dit à violer l'article 44. La Cour aurait pu dire qu'elle a violé l'article 44. Et à ce moment-là, la question de l'interprétation aurait été quasiment scandaleuse. Mais elle n'a pas dit à violer l'article 44. Mais avant d'arriver à cet article qui parle de la violation de l'article 26, la Cour a parlé de l'article 44 de long à large. D'ailleurs, celui qui a saisi la Cour estime que son parti a violé son droit d'être candidat en violant l'article 44 justement de la Constitution. C'est justement sur la base de cet article que MS Bagedi, pour ne pas le nommer, qui a saisi la Cour, estime avoir été violé, que la saisie a été faite. Alors, comment la décision de la Cour, selon vous, peut-elle ne pas être inquiétante dans la mesure où, à un moment donné, la Cour précise bien qu'une année entamée
est une amenée consommée. Oui, c'est pour ça que je vous disais que beaucoup de gens ne font plus l'effort de lire à tête reposée les décisions. Dans une décision de la Cour constitutionnelle, entre le dispositif, c'est-à-dire article 1er, article 2, article 3, et ainsi de suite, et le raisonnement qui conduit au dispositif, lequel est le plus important? Pour moi, c'est le dispositif. Mais tout se passe aujourd'hui comme si c'est le raisonnement qui est le plus important. Parce que justement, les références dont vous parlez relèvent du raisonnement. À la fin, malgré toutes les contorsions qu'ils ont pu faire, à la fin, l'article 1er dit « Le bureau politique de l'Union fait la force a violé l'article 26 de la Constitution ». Est-ce que vous imaginez ce que cela aurait créé comme problème si la Cour avait dit que le bureau politique de l'Union fait la force a violé l'article 44? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà un parti qui a choisi de désigner en son sein un candidat pour l'élection présidentielle. Il y aurait eu plusieurs candidatures, donc ce qu'on appelle en jargon politique candidat à la candidature. Et il paraîtrait qu'il y en a un qui est né vert et un autre qui a une date précise d'anniversaire. Et donc le bureau politique a validé celui qui est né vert et a rejeté la candidature de celui qui a une date précise. Donc celui qui a la date précise saisit la Cour. Il dit, mais comment ça peut se faire que moi j'ai une date précise et que l'autre est né vert? Au moment du choix, on choisit celui qui est né vert, on me laisse. Est-ce qu'il n'y a pas là une rupture du principe de l'égalité devant la loi? La Cour dit incontestablement, il y a rupture. Et c'est ça qui transparaît dans l'article 1er, article 26. Sauf que, pour venir à cette décision, la Cour a jugé faire une incursion qui est, à mon sens, intellectuellement scandaleuse, qui a été celle de consister à faire recours à une disposition qui n'avait même pas besoin d'être avancée à ce niveau, au point d'être obligé de dire année entamée, année consommée. Ce qui inquiète justement les citoyens, les Béninois. Oui, mais bon, on peut, si les Béninois étaient plus attentifs aux décisions de la Cour, ils se rendraient compte que sur le plan intellectuel, il y a beaucoup de décisions qui comportent des raisonnements intellectuels plutôt boiteux. Celui-là en est un. Et j'ai eu l'occasion de le dire. En revanche, je ne suis pas inquiet. Pourquoi? Parce que si je devais être inquiet, ça voudra dire qu'on se retrouvera en 2016 dans le même cas de figure où il y aura deux candidats, l'un né vert et l'autre qui aurait une décision, une date de naissance précise, et la Cour validera le né vert et à ce moment-là, invalidera celui qui a une décision, un acte de naissance précis, et celui-là saisira la Cour. Or, la décision de la Cour est sans recours, et donc le problème deviendra sans objet. Donc, en principe, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Mais une autre chose, est ce que je vous disais tout à l'heure, la question de la crédibilité générale, qui va au-delà de cette décision, c'est justement ce raisonnement intellectuel boiteux, qu'on en soit amené à oublier, à confondre les matières. Quand on dit qu'une année entamée est une année due, ça peut se comprendre en matière d'impôts, ça peut se comprendre en matière de loyer, ça peut se comprendre en matière d'un certain nombre de choses, mais pas en matière électorale. Donc s'il n'avait pas la culture intellectuelle générale pour argumenter autour d'une décision pareille, effectivement, ça pose un problème. En tout cas, pour les intellectuels de ce pays. Et donc, c'est peut-être ça qui a... Et par-delà cela, ça pose la question des membres de la Cour. Et malheureusement, c'est le professeur Hulot qui est à la tête, donc tout le monde ne voit que lui. Mais la décision à la Cour ne se prend pas par le président tout seul. Quand vous êtes obligé d'envoyer là-bas des personnalités morales, alors que tout le raisonnement de la Cour constitutionnelle doit être un raisonnement juridique. C'est un raisonnement juridique. Même si c'est en matière essentiellement politique, c'est d'abord un raisonnement juridique. Vous y envoyez des gens qui n'ont aucune formation juridique ou alors qui ont une très faible culture générale en droit, forcément,
la qualité intellectuelle de la décision peut s'en ressentir. Mais sinon, sur le fond, je ne pense pas qu'il faille lier nécessairement la décision querellée à la crédibilité générale. Il y a eu des moments où la Cour a fait des erreurs historiques, notamment cette affaire de nombre de mandats qui ne pourrait jamais faire l'objet d'un référendum simplement parce que ça serait un compromis de la conférence nationale, alors que ça n'a jamais été un compromis de la conférence nationale. C'est venu pendant les débats sur la fin de la commission constitutionnelle. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça par le passé qui sont tout aussi graves que cette erreur d'argumentation que la Cour a faite. Justement, cette erreur d'argumentation, ce raisonnement qui est contesté de votre part et qui est querellé finalement, ne prédispose-t-il pas la Cour en cas de dépôt de candidature de certaines personnes qui n'auraient pas encore atteint l'âge, ne prédispose-t-il pas la Cour à prendre une décision ou à valider des candidatures de personnes qui, en principe, ne devraient pas être candidats à la présidentielle de 2016? Une fois de plus, la réponse est négative. C'est non. Si la Cour avait dit, dans ce conflit, que le bureau politique de l'Union fait la nation a violé l'article 44, cela voudra dire qu'elle la prédispose en 2016 à valider des candidatures de gens qui seraient nés faits ou qui seraient nés au cours de l'année de l'élection. Non, elle n'a pas dit que l'article 44 a été violé. Elle a dit l'article 26 dans l'application que le bureau politique a eu de l'article 44. Ça n'est pas la lecture de la Cour constitutionnelle. Une fois de plus, au risque de paraître comme quelqu'un qui défend la Cour, or, tout le monde sait que je ne l'ai jamais défendu. Au contraire, je n'ai que très peu d'égards pour certains travaux, certaines décisions de cette Cour. Et j'ai toujours l'occasion de le dire, je l'ai toujours assumé. Je continue de penser que dans ces décisions, et la preuve, ils ne l'ont pas écrite. Elle aurait pu écrire qu'elle a violé l'article 44. Ça voudra dire que son interprétation de l'article 44, à savoir année entamée, année consommée, et c'est ça qui est violé. Oh, elle n'a pas dit que c'est ça ma conception de l'article 44. Elle a dit ma conception de l'article 26, c'est qu'une fois qu'on a été en mesure de dire au sein d'un parti, ce n'est pas devant la Cour constitutionnelle, hein, au sein d'un parti, que vous avez été capable de dire que Néver est valable et celui qui a une date précise n'est pas valable, c'est une rupture du principe de l'égalité de tous devant la loi contenu dans l'article 26 de notre Constitution. Une fois de plus, moi je m'en tiens à cela. En 2016, pour que ce cas de figure que vous craignez puisse se produire, je vous ai dit tantôt, il faudrait qu'il y ait un candidat Néver qui aurait été validé, un candidat à date précise qui n'aurait pas été validé, et à ce moment-là, on saisira la Cour pour dire non, vous avez validé tel, vous n'avez pas validé tel, et donc il y a une rupture de l'article 26. Et on verra ce qu'elle dira. Mais moi, c'est mon interprétation. N'y a-t-il pas plutôt risque qu'au moment où les candidatures sont déposées, la Cour valide celui qui est né vert et par conséquent valide celui qui a une date de naissance précise mais qui est au-delà de la date de dépôt de candidature? Et c'est là où je pense que non, puisque la Cour ne s'est pas prononcée sur ça. Maintenant, effectivement, et je comprends pourquoi votre collègue a lié la question de la crédibilité à celle de la décision. C'est parce qu'il y a un problème de crédibilité générale de cette Cour. Mais justement, c'est à ce niveau-là que oui, c'est ça. Parce qu'on a connu la Cour de Mme Poyon, la Cour de Mme Conception Awessou, la Cour de Maître Robert Dossou, et aujourd'hui, nous sommes en train d'expérimenter la Cour du professeur Théodore Olo. Si vous demandez de faire une étude comparative du point de vue crédibilité, vous avez très bien fait au début de me présenter avec ma double casquette, politique et intellectuelle. Okay? Sur le plan intellectuel, je pense qu'il n'est pas normal de parler de la Cour Olo. Il n'est pas normal de parler de la Cour Poyon. Il n'est pas normal de parler de la Cour Dossou. Mais sur le plan politique, oui. Sur le plan intellectuel, on ne peut pas le dire. On dira plutôt la Cour première mandature,
la Cour deuxième mandature, troisième mandature, quatrième mandature. Parce que, une fois de plus, ça n'est pas le président seul qui fait la décision de la Cour constitutionnelle, et donc ça n'est pas lui. Maintenant, si vous voulez que je fasse une comparaison, je serais tenté de vous dire que, effectivement, depuis la Cour de Robert Dossou, puisque j'ai dit toute nuance mise à part, depuis la Cour Robert Dossou, avec certaines décisions, notamment la décision à Dossou, je pense qu'on connaît des dérives. Et ils s'appuient sur la toute-puissance qui est la leur, à savoir le caractère de dernier recours de leur décision pour se laisser aller à des abus. On a vu dans cette jurisprudence dont je parlais, Robert Dossou qui était avocat, qui a défendu un client, qui a perdu en première instance, qui a perdu en appel, qui a perdu en cassation. Il se retrouve président de la Cour constitutionnelle, rappelle le dossier et casse la décision de la Cour suprême. Ça n'était pas normal. À partir de ce moment-là, surtout qu'il avait intérêt à agir dans l'affaire, il y a eu ce que l'on appelle une suspicion légitime sur cette décision-là. Donc ça contribue à rendre la Cour moins crédible que par le passé. Mais ça ne veut pas dire que sous les autres mandatures, il n'y a pas eu d'erreur. Vous savez par exemple que tout le monde critique, notamment le camp de Soglo critique Mme Pognon, parce qu'en 1996, elle avait invalidé plusieurs centaines de milliers de voix, et les gens ont estimé que la nature des voix invalidées aurait dû justifier la reprise des élections, à tout le moins partielle. Or, elle a considéré que des centaines de milliers de voix, qui faisaient à peu près le 5e de l'électorat en général, n'étaient pas de nature à avoir une incidence significative sur les résultats. Bon, personne n'a contesté, mais c'était déjà, aux yeux en tout cas des partisans de Soglo, un coup qui était porté à la crédibilité de cette constitution, de cette cour-là. On a eu des situations similaires sous Mme Ouansou. On a eu, c'est vrai, depuis Robert Dossou, on a connu ce que j'appelle des dérives, dérives intellectuelles à tout le moins, parce que et de probité morale. Surtout quand on se souvient de certains commentaires que lui-même a eu à faire en privé sur le chaos. Bon, voilà. Je pense qu'effectivement, il y a un problème de crédibilité de la Cour, et c'est dommage que ceux qui en ont la gestion n'aient pas le sens de la responsabilité qui va avec. Mais une fois de plus, tout cela, si vous voulez mon avis, participe de cette conception de l'État qui est un immense gâteau où chacun doit prendre sa part et que c'est l'occasion de prendre sa part, et donc ils ont l'occasion, ils en prennent. Voilà. Très bien. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez Dimanche Politique, un programme co-organisé par Eden TV Diaspora FM. Vous vous apprêtez à quitter votre domicile, pas d'inquiétude. Captez Diaspora FM 102.3 pour suivre la suite de cette émission. Nous allons poursuivre, James William Gbagidi, pour aborder avec l'ambiance préélectorale. Oui, l'ambiance préélectorale sur laquelle vous êtes déjà prononcé quelque peu quand vous avez parlé des incessants appels à candidature que nous allons entendre encore ce week-end. Pensez-vous que dans cette hypothèse-là, le code électoral est respecté? Ça dépend de quelle disposition du code électoral vous voulez parler. C'est un gros document de plusieurs centaines d'articles. Oui, grosso modo, je pense que le code électoral est globalement respecté. Et même lorsque j'admettrai que certaines dispositions soient violées, j'aime bien la formule de Pascal Todinou qui dit quand une loi ou une décision est illégale, il faut la violer violemment. Voilà. Donc je pense que effectivement il y a des dispositions qu'il vaut mieux violer violemment, parce que je pense que implicitement vous faites allusion à cet article 62 du code électoral, dont le test in extenso dit que les pratiques publicitaires à caractère commercial
offre de tissus, de t-shirts, de stylos, de porte-clés, de calendriers et autres objets utilitaires à l'effigie des candidats ou symboles de parti, ainsi que leur port et leur utilisation, les dons et libertés, point de suspension, sont et restent interdits 6 mois avant tout scrutin et jusqu'à son terme. Et c'est ça justement qui interpelle beaucoup de gens. Est-ce qu'il est normal que, alors qu'on est désormais à moins de 6 mois de l'élection, on continue de voir circuler tous ces produits, etc. Je pense que, conformément à la loi, si on veut être carré, c'est non. Mais en même temps, je trouve un peu scandaleux de priver les acteurs politiques d'activités politiques 6 mois avant les élections. On est dans quel pays? Effectivement, c'est une disposition qui permet de conforter l'idée selon laquelle les gens attendent le dernier mois pour se déclarer. Puisque 6 mois avant, ils sont interdits. En même temps, on aurait pu faire une lecture différente. Puisque 6 mois avant, c'est interdit, donc c'est beaucoup plus tôt qu'il faut se déclarer. Donc, moi, j'étais un peu dans cet esprit. Et pour ça, je me suis dit, il faut aussi se déclarer 2 ans plus tôt et commencer par faire la campagne, puisque à partir de 6 mois avant les élections, conformément à l'article 62, on ne devrait plus faire de trucs de ce genre. Mais malheureusement, beaucoup n'ayant pas compris ça, surtout parce qu'ils ont peur que leur soit contestée leur intégrité morale, etc., surtout qu'ils n'ont pas d'idée, ils ne peuvent pas se déclarer un an avant. Et c'est juste malheureux. Donc je pense que c'est une disposition à la limite que les acteurs politiques, puisque ce sont les députés qui avaient la haute main sur la loi électorale. Absolument. Vous pouvez envoyer à partir du gouvernement n'importe quel projet de loi électorale, c'est encore à eux qu'il revient le dernier mot. Ils la modifient dans tous les sens en tenant compte de leurs intérêts. Donc forcément, c'est les acteurs politiques qui sont à l'Assemblée qui font cette loi-là. Peut-être que ça correspondait à leur conception de l'État et de la démocratie. Je ne cesserai jamais de le répéter tout au long de l'émission parce que c'est vraiment là la ligne de fracture qu'il y a entre moi et un certain nombre d'acteurs politiques de notre pays. La période préélectorale, monsieur le ministre, c'est vrai, est mouvementée, actuellement rythmée par des mouvements de suscitation de candidatures, mais également la manifestation d'une multitude d'intentions de candidature. Cela montre-t-elle une certaine vitalité de notre démocratie où le peuple béninois aujourd'hui est en train d'apprécier autrement la fonction présidentielle? Parce que l'année prochaine, les Béninois en âge de voter éliront un président de la République et non un chef quartier ou un chef d'une communauté ou un chef d'entreprise. Non, permettez-moi de ne pas avoir la même lecture que vous. Je pense que c'est peut-être un complot médiatique pour décrédibiliser l'élection présidentielle, parce que je n'ai pas entendu tous ces candidats déclarer leur candidature. Complot médiatique, vous renversez la vapeur sur les médias? Oui, oui, de temps en temps. De temps en temps. Parce que tous ceux dont on parle dans la presse, là, ils se sont présentés. Ils se sont mis dans une salle, ils vous ont dit « je suis candidat ». Non. Vous savez, il y a un journaliste franco-béninois que j'aime bien, qui a une formule que j'adore pour parler de ces candidats. Il parle de candidats putatifs. Des candidats putatifs. Ce n'est pas des candidats. S'il faut compter le nombre de gens qui ont dit « je veux être candidat à l'élection présidentielle au Bénin », il n'y en a pas 10. Il n'y en a même pas une demi-douzaine. Mais forcément, parce que vous avez des oreilles beaucoup plus grandes que la normale, vous faites écho de ce que vous avez entendu dans les couvents. Nous, on n'est pas dans les couvents, on n'a pas entendu. Ce n'est que celui qui vient devant le peuple et qui dit « je veux être candidat à l'élection présidentielle » que moi, je considère. Maintenant, vous pouvez avoir raison sur moi. Lorsque, la mi-janvier, les dossiers seront déposés, que la Cour constitutionnelle va donner la liste des candidats, à ce moment-là, je pourrais revenir pour vous dire vous aviez raison là où moi j'avais tort. Mais pour l'instant, ce sont vos grandes oreilles qui vous font relayer des choses que le grand public n'a pas encore entendues. Donc moi, je ne connais pas plus de 5 candidats officiels aujourd'hui. J'en connais un qui s'était déclaré, mais qui s'est retiré
à l'annonce d'une candidature putative. Justement, les grandes oreilles, on n'en a pas eu vraiment besoin pour voir, pour entendre les candidatures qui se positionnent, celles notamment des opérateurs économiques. De ce point de vue-là, vous ne contesterez pas qu'il y en a qui se sont pratiquement déjà déclarés, qui sont forcément dans la course. Seriez-vous pour ou contre l'accession au pouvoir d'un opérateur économique au Bénin? D'abord pour la nuance linguistique, hein, je ne parle pas des candidats opérateurs économiques. Moi, je les appelle les nouveaux acteurs politiques qui n'étaient pas sur la scène politique depuis plusieurs années. Donc, c'est de nouveaux acteurs. Il se trouve effectivement, comme par hasard, que parmi ces nouveaux acteurs, si vous allez chercher la fonction qu'ils exerçaient, c'était des opérateurs économiques. Soyez rassurés, la scène politique, pour l'instant, ce n'est pas une fonction. Vous retrouvez sur la scène politique des acteurs qui viennent de tous les secteurs d'activité. Vous avez parlé de moi je viens de l'enseignement supérieur. Vous trouverez des gens qui étaient déjà, avant les nouveaux acteurs, des opérateurs économiques. Je pense par exemple à Issa Salifou, je pense à Edmond Agua, je pense ils sont un certain nombre qu'on connaît très bien depuis plusieurs années. Je pense par exemple à l'ancien maire de Lokossa, devenu député. Je pense à l'actuel maire de Ruyogbe. Il y a beaucoup d'acteurs, d'opérateurs économiques qui étaient déjà en politique. C'est pour ça que le fait de parler de pourquoi leur présence n'avait pas suscité autant de commentaires, ce que vous venez de citer? Oui, peut-être parce qu'ils n'avaient pas été candidats à l'élection présidentielle. Peut-être. Issa Salifou a participé aux élections présidentielles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors il faut chercher les raisons ailleurs. Christian Nock Lainé voilà, aussi a été élection. Et ça n'avait pas posé de problème. Parce que peut-être ils étaient déjà connus dans la politique depuis longtemps. Voilà, je crois que c'est ça. C'est pour ça que je préfère parler de nouveaux acteurs par rapport aux anciens acteurs. Le maire de Ruyogbe est en politique, ça fait plusieurs années. Personne n'a jamais trouvé que c'était incompatible avec ses fonctions de chef afin d'opérateur économique. Il en est de même de l'AINDE, qui a déjà été candidat à une élection présidentielle. Il en est de même de Edmond Agua, qu'on connaît sur la scène politique depuis plusieurs années, etc. Le problème, c'est l'arrivée de nouveaux acteurs. Et si on fait bien la radioscopie, on se rendra compte qu'il n'y a pas que des opérateurs économiques. Parce que moi aussi, il m'est arrivé de lire ce que restituent les grandes oreilles que vous êtes. Il y a des noms de gens qui ne sont pas opérateurs économiques. Je pense par exemple à un certain Kovi qui a été membre de la cellule de communication du président Mbéji. Voilà, parmi ces noms-là, il n'y a pas que des opérateurs économiques. Faisons au moins, ayons l'honnêteté de le reconnaître. Maintenant, la réalité c'est quoi? C'est qu'il y a un candidat en particulier qui suscite des réflexions, des remous. C'est ça le vrai problème. Il faut avoir le courage de dire les choses. Pourquoi avez-vous peur de dire les choses? Pourquoi vous voulez cacher la candidature de Patrice Talon derrière celle des opérateurs économiques? Non. Il faut dire que la candidature de Patrice Talon pose des problèmes. Pourquoi? Parce que tout le second mandat du président Yahya Boni a été émaillé de conflits personnels entre lui et le président de la République. C'est tout. Alors les gens sont surpris. On ne l'attendait pas là. On l'attendait dans son rôle traditionnel de bailleur de fonds des principaux acteurs politiques. Et pour la première fois, il dit non, je ne veux plus jouer ce rôle. Je veux moi-même aller au-devant de la scène. C'est tout. Oui, et quel impact peut avoir cette, je dirais, intrusion dans l'arène politique de cet opérateur économique et d'autres? On les a vus, on a entendu parler de Sébastien Adjavon également. Est-ce que l'apathie que l'on constate dans les chapelles politiques aujourd'hui est la conséquence de l'arrivée sur la scène de ces opérateurs économiques? Incontestablement. Comme je vous ai dit tantôt, ils étaient des bailleurs de fonds de cette classe politique traditionnelle, sauf de moi. Si moi aussi j'étais salarié ou j'avais été fait par Talon ou par Adjavon, je ne pourrais pas être là aujourd'hui en train de parler de ça. La décence eût voulu que je me taise. Voilà, c'est tout. Donc là, je
suis désolé, mais ce n'est pas compliqué à comprendre. Hein. Quand vous avez tout le temps été fait par quelqu'un, que la personne vous dit maintenant vous passez derrière, je viens devant, vous agenouillez. Et c'est justement l'une des conséquences de la conception que je me fais de la démocratie et qui est différente de celle de la plupart des acteurs. Parce que là, en plus, ils ont pensé que la démocratie pouvait être réduite à l'argent. Et donc, ils ont eu besoin de beaucoup d'argent, plus que leur capacité, et plus que de raison. Et aujourd'hui, ils sont dans le piège, puisqu'ils ne sont même plus capables de faire la moindre activité politique. Ils sont incapables d'aller jusqu'à accepter de perdre des élections. Or, moi, dans ma logique, je vous ai dit en début d'émission, je pars de l'idée qu'une élection, c'est un jeu. On y va, on gagne ou on perd. D'accord? À partir de ce moment-là, je me donne les moyens, notamment liés au temps, pour convaincre et convaincre davantage. Et grâce à l'accélération de l'histoire, comme il en a beaucoup dans l'histoire, je peux avoir des résultats beaucoup plus vite que je ne pense. Mais quand vous êtes dans la logique où vous ne pouvez rien faire sans argent, et que vous n'avez pas l'argent, et que celui qui vous donne l'argent, qui vous a toujours donné l'argent, du jour au lendemain vous dit « je ne veux plus vous en donner, je veux y aller moi-même », vous êtes tétanisé. C'est pour ça que vous parlez de la partie. Et là, vous ne parlez pas de mon parti. Vous parlez des partis qu'on connaissait depuis et qui ont toujours tous été financés par ces opérateurs économiques. C'est ça le vrai problème dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et c'est très bien pour des partis comme nous, parce que ça permet à l'opinion de comprendre, de voir la ligne de démarcation entre les différentes conceptions, d'une part de l'État et d'autre part de la démocratie. Pour nous, la démocratie, c'est un jeu. C'est un jeu d'idées. Et tant que vous n'avez pas d'idées, vous n'y avez pas votre place. Mais pour ceux qui ont pensé tout le temps que ce n'est qu'une source d'argent, au lieu de considérer que c'est un moyen, ils ont considéré que c'est une fin. Maintenant que la fin est coupée, ils sont morts symboliquement. Regardez aujourd'hui, ils sont tétanisés, vous avez parlé de léthargie, mais ils sont morts. Ça donne une scène, ça donne un spectacle affligeant de notre pays à l'extérieur. Affligeant. Et je me refuse de prendre part à ce jeu. C'est pour ça que j'ai gardé toute mon autonomie de pensée, toute mon autonomie d'action, certes aujourd'hui limitée, mais incontestablement demain majoritaire. Avant d'aborder un autre volet de notre entretien, Monsieur le ministre, comment appréciez-vous les conditions de l'arrivée de l'homme d'affaires Patrice Talon après 3 ans d'exil? Il a foulé le sol de ses aïeux. Vous allez apprécier ces conditions et nous dire justement, est-ce que l'un des opérateurs économiques en liste pour les prochaines élections présidentielles au Bénin a la chance d'accéder au pouvoir et quel impact cela aura sur notre système démocratique et sur notre économie? Écoutez, sur l'arrivée de Patrice Talon au Bénin, pour moi c'est un non-événement. Parce que des Béninois qui retournent dans leur pays tous les jours, il n'y a qu'à aller à l'aéroport pour vous rendre compte qu'il y en a beaucoup. Pourquoi faire un zoom particulier sur Talon alors que beaucoup d'autres Béninois rentrent tous les jours? Et ce que je sais, c'est que quand les autres Béninois rentrent, la coïncidence était trop heureuse et trop fortuite pour que toutes les caméras fussent là en train de l'enregistrer, ce qui n'est pas souvent le cas des autres compatriotes qui rentrent dans leur pays. Néanmoins, Patrice Talon n'est pas comme tous les autres compatriotes. Il était en exil depuis 3 ans, vous le savez très bien. Je ne sais pas, vous savez, si vous allez sur ce terrain, je vais attirer votre attention sur le fait que quelqu'un comme Martin Rodriguez n'est plus rentré dans son pays depuis bien plus longtemps encore. Donc quand il va rentrer, on va mobiliser toutes les caméras pour lui. Ce sera une erreur. Il n'a pas annoncé une intention de candidature, Martin Rodriguez? Je ne sais pas, mais il a fait une sortie pour aller à l'encontre de la candidature de Talon, si mes souvenirs sont bons. Oui, on pourrait éventuellement. Ceci dit, si vous voulez mon avis sur la candidature de Patrice Talon, maintenant qu'elle est officielle, puisque lors de son retour la dernière fois, il a dit qu'il va y aller. Okay. Parce que jusque-là, moi, je considérais aussi que c'était une candidature putative, puisque elle n'était pas formellement annoncée.
je n'ai absolument aucune réserve vis-à-vis de la candidature de Talon. Absolument aucune réserve. Je n'ai ni l'autorité morale, ni l'autorité légale pour juger de sa candidature. C'est un choix qu'il fait. Il est béninois comme tous les autres. Il a une fonction d'opérateur économique, mais je vous ai dit de ne pas faire appel à ça, puisqu'avant lui, il y a beaucoup d'autres opérateurs économiques qui sont déjà en politique, et il y en aura encore après lui. Donc pour moi, c'est pas un frein. Mais le problème que ça pose, c'est justement la cristallisation qu'il y a eu ces dernières années autour d'un conflit qui l'opposerait au président en exercice et au président sortant. C'est tout. Et il y a là juste un problème éthique qui donne à penser qu'à cause des problèmes qu'ils ont eus, il veut prendre une vengeance sur le président en exercice. C'est tout. Et à partir de là, dans l'hypothèse où ce serait une vengeance, il faut imaginer ce que le président en exercice pensera. Il faut imaginer ce qu'il pourra faire. Et quand on rentre dans le champ de l'imagination, ce qu'on appelle plutôt dans le champ de la prospective, on se rend compte que c'est rempli de conflictualité explosive. Et donc c'est tout. Mais en dehors de ça, comme je dis, je n'ai ni l'autorité morale ni légale pour statuer sur la pertinence ou la légalité, voire la légitimité de la candidature d'un compatriote. Ça permettrait d'ailleurs d'avoir un débat. Mais ce que je constate, c'est que malheureusement, tous les week-ends, on le suscite. Il n'est pas le seul. Hein. De toute façon, on aura le temps de mieux apprécier la candidature, que ce soit de Patrice Talon, de Sébastien Diavon ou d'autres. C'est une dernière question avant de parler de l'héritage de Boni Yayi. Depuis la conférence nationale, aucun leader politique, aucun politicien n'a réussi à être ici à la tête du pays. Avez-vous l'impression que la même chose risque de se répéter en 2016 ? Mais écoutez, c'est vrai que nous sommes un pays un peu particulier où les acteurs politiques n'ont jamais été conscients de leurs responsabilités. À mon sens, je le dis comme ça, comme je le pense. Mais en même temps, je vous dis, c'est parce qu'ils avaient une certaine conception de l'État et de la démocratie. Et c'est cette conception qui a conduit à cette situation. Vous ne pouvez pas être président de la République au Nigeria si vous n'êtes pas présenté par un parti. Vous ne pouvez pas l'être au Ghana, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal si vous n'êtes pas présenté par un parti. Ça ne veut pas dire que dans ces pays, les candidatures indépendantes soient interdites. Non. C'est que le système politique est organisé de sorte que la présence, le maillage du territoire national par les partis politiques empêche un individu indépendant de se sortir en dehors d'un parti politique. Aux États-Unis, c'est pareil. Lorsque vous faites les primaires, que vous n'êtes pas du parti, vous avez plus de difficultés à sortir. Et ça finit toujours par leur sortie de la course parce que les appareils sont suffisamment puissants pour encadrer l'espace politique. Et donc, c'est le seul problème que nous avons ici. Nous avons eu en 2006, et c'était la première fois, tous les acteurs politiques majeurs, je pense notamment à Idi Kolaolé, à Léa Dissoglo, comment il s'appelle, à Moussou Bruno, Lazare Seretor, tous qui sont arrivés appelés à voter pour Yayi Boni, qui n'était pas un acteur politique, contre Adrien Humbedi, qui lui était un acteur politique. Bien. Dès l'instant où vous avez une classe politique capable de faire ça, elle est plus crédible. Elle devient la risée. En 2016, ça va se répéter. S'ils font pareil, ça va se répéter. C'est pour ça, moi, je me souviens que dans l'un de mes postes précédents, j'ai appelé à la mise en place d'un cordon partisan républicain pour que tous les partis politiques s'unissent pour voter, pour faire adopter, enfin pour faire élire un candidat politique et non pas parachuté comme ça de l'extérieur qui, même s'il a été bon serviteur, bon bailleur, etc., voilà, puisse savoir qu'il y a des règles parce que sinon il n'y a pas de règles. Très bien, nous allons vers la fin de cette émission. Il nous reste que quelques 10 minutes. Nous n'allons pas pouvoir peut-être aborder la page internationale, mais nous allons quand même parler de l'héritage de Thomas Boni Yayi. L'héritage que laisse Thomas Boni Yayi à son successeur. En quoi consiste-t-il selon vous? Je vais ajouter quelque chose à cette question. 10 ans de gouvernance faite de plusieurs réalisations, oui, mais également de plusieurs scandales, des réformes sans évaluation, des projets
sans tête ni queue, qui font toujours les mêmes ronds. Il y en a tellement. Est-ce facile d'hériter d'un tel pouvoir en 2016? Écoutez, bien sûr que oui. Celui qui viendra ne fera pas différemment si vous ne votez pas pour moi. Si vous restez dans le schéma classique des gens qui ont l'actuelle conception de l'État et de la démocratie, vous aurez les mêmes choses. Pour 200 ans encore. Pour 200 ans encore. On ne me dira pas que c'est seulement sous Yahi qu'il y a eu des scandales. Il y en a eu sous Kérékou. Il y en a eu sous Soglo. Mais ça se perpétue pourquoi? Parce qu'il y a une certaine conception de l'État et de la démocratie qui se déroule. Et tant qu'on n'aura pas mis fin à cette conception, effectivement, on ne changera pas de paradigme. Et c'est ça qui fait la passion de notre engagement politique à nous. Nous savons qu'il y a un champ énorme à explorer, des choses nouvelles à faire. Et c'est précisément pour ça que nous sommes là. Mais sinon, pour moi, il n'y a aucun problème. Pourquoi voulez-vous dramatiser plus que ça? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le président Yahi Boni n'a inventé aucun des mots dont souffre le Bénin. Mais ces errements politiques, ces décisions qui sont rapportées, ces concours qui sont organisés, qui sont annulés, quand même, on n'a jamais atteint ce niveau. Voilà. Et si vous m'aviez laissé... Oui. Et mieux, président de la République qui fait le travail d'un chef d'arrondissement, qui fait le travail d'un DRFM, qui fait le travail d'un directeur adjoint de cabinet, qui fait le travail d'un ministère, qui fait le travail d'un préfet. Pour moi, c'est des détails. Dans une république. C'est des détails. C'est des détails. Vous savez, qu'on soit amené à faire le travail d'un chef d'arrondissement parce que les structures intermédiaires n'offrent pas de garanties. Parce que le monsieur était tranquille à la bureau, vous êtes allé le chercher. En étant vraiment sûr, cette affaire de susciter les candidatures, on sait très bien que ce sont des candidatures qui sont suscitées parce que celui qui veut être candidat demande à être suscité. Et voilà, maintenant on va dans le fond des problèmes. S'il demande à être suscité, puis vous le faites, pourquoi voulez-vous qu'il se comporte autrement après? Et vous avez raison dans votre analyse. Tout le monde sait, parce que récemment, j'ai entendu une actrice politique à l'heure de l'université de vacances du PRD dire « Oui, mais pourquoi moi, on ne me suscite pas ?» Je ne sais pas s'il fallait lui donner la réponse, vous l'avez, vous. Il suffit juste qu'elle donne l'argent, on va le faire pour lui. Et c'est cette conception que moi, je n'ai pas. Et aussi longtemps que cette conception existera, sera dominante dans notre pays, vous aurez de ces travers-là. Et quand vous mettez autant d'argent pour faire les élections, pourquoi voulez-vous que ce soit de l'argent jeté par la fenêtre? Pourquoi? Vous n'avez jamais travaillé et gagné des sous? Vous croyez que quand on a mis de son sang et de son risque au quotidien pour gagner des sous, on le dépense, on le jette à la figure comme ça, à la fenêtre comme ça? Non. Donc tous ceux qui font ça, c'est parce qu'ils savent qu'une fois en place, ils doivent récupérer. Et quand ils ont commencé par récupérer, ils ne savent plus se limiter. Si vous investissez 20 milliards dans une élection présidentielle, vous arrivez, la première chose, c'est de récupérer vos 20 milliards. Et vous vous rendez compte qu'à la faveur de 2 ou 3 opérations, vous avez récupéré les 20 milliards. En un mois ou 2 mois. Vous croyez que vous allez vous arrêter là, en si bon chemin? Il continue jusqu'à la fin. Il faudrait dire la vérité à nos compatriotes. À force de... Et eux, ils pensent que ce n'est que 1000 francs qu'ils ont pris. Et ils pensent qu'ils n'ont plus que 50 francs. Mais ils n'ont qu'à multiplier ça par 10 millions. Parce qu'on donne partout où on passe. Quand vous faites ça, aucun acteur politique n'est capable seul de sortir cet argent. En conséquence, puisqu'il n'y a pas de financement public et que la nature a horreur du vide, c'est le financement privé qui se substitue au financement public. Et le financement privé, c'est des opérateurs économiques. Ce ne sont pas des philanthropes, ce ne sont pas des mécènes. Donc, ils préfinancent. Dès que vous êtes élu, ils récupèrent. Donc, vous hypothéquez la fortune de l'État, donc de notre fortune, puisque l'État nous appartient à nous tous. Et après, vous êtes étonné des travers, des détournements. Non, il y en aura aussi longtemps que dans la conception de la plupart de nos élites, la politique, c'est pour s'enrichir. Il faut que chacun prenne sa part, parce qu'on ne sait pas ce que l'autre viendra faire. Mais quand il viendra, il fera pire. Donc, tous ceux qui investissent massivement aujourd'hui, soyez-en sûrs, ils feront pire que le président de la République. Parce que lui, il a investi pour venir. Il fallait qu'il récupère.
ceux qui l'ont aidé, il leur a donné des marchés sur le dos de l'État. Et quand l'occasion viendra, on reviendra sur la nature réelle du conflit qui a opposé l'opérateur économique Talon, donc le nouvel acteur politique, et le président. On en parlera sur d'autres plateaux. Sûr. On va conclure, puisqu'on l'a annoncé dans l'introduction de ce numéro de dimanche politique. Très rapidement, votre appréciation de l'ambiance qui prévaut actuellement dans certains pays africains où on veut réviser à tout prix la loi fondamentale, au Rwanda, ça se passe en République, dans les deux Congos également. Oui, c'est une image d'irresponsabilité. Et parfois, ça fait accréditer dans l'esprit de certains l'idée que nous ne sommes pas prêts à la démocratie. Si on n'est pas prêt, allons vers un mandat unique de 21 ans. Et j'espère qu'il n'y aura pas de révision de la Constitution à ce moment-là. Mais si vous mettez, quelle que soit la durée du mandat que vous mettez dedans, quand les gars, ils ont pris goût, ils ne veulent plus partir. Donc, la solution, c'est aller vers la construction d'institutions et non pas vers le renforcement d'individus. Et malheureusement, tout ce que nous faisons aujourd'hui va dans le sens du renforcement des individus au détriment des institutions. À partir de ce moment-là, vous n'avez plus les institutions capables de freiner, d'arrêter tout le monde. Tout le monde pense individu. Tout le monde pense intérêt personnel. À ce moment-là, je vous garantis que dans les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, on risque de revivre les mêmes situations pendant longtemps si nous ne décidons pas nous-mêmes d'y mettre un terme. Et pour y mettre un terme, c'est changer simplement d'acteur, donner la priorité à ceux qui apparaissent de par leur moralité, de par leur parcours, capables de faire la promotion d'une autre conception de l'État et de la démocratie, et le Bénin ne s'en portera que mieux. Monsieur le ministre, 90 minutes d'émission, votre conclusion? Écoutez, je pense que c'est plutôt à vous ou vers vous qui iront mes mots de conclusion. J'ai accepté de venir chez vous parce que je pense que vous faites autrement, vous faites mieux. Dans l'intérêt de notre démocratie, on a besoin des chaînes comme les vôtres. Je vous souhaite de continuer, de persévérer, de ne pas devenir comme sur d'autres médias des receleurs, de continuer de défendre, en tout cas de faire la promotion des idées au détriment de l'argent venu d'on ne sait où d'ailleurs, et qui de toute façon se retourne toujours contre l'État, contre les citoyens. Merci à vous. Merci à vous donc, Victor Prudent Tokpanou, professeur d'université. Vous avez accepté de parler avec nous de votre actualité, du parti du FUR et qui portera donc votre candidature pour la prochaine élection présidentielle. Vous avez décidé, en veille contre tout, d'y aller, en dépit de cette situation, de cette présence d'hommes d'affaires qui, semble-t-il, change quelque peu la donne. Le refus de se déclarer de vos adversaires depuis que vous êtes lancé dans la course pratiquement 3 ans maintenant ne change rien à vos convictions. Vous pensez également que le Bénin est perçu par l'ensemble de la classe politique comme un immense gâteau et chacun vient pour prendre sa part et quels que soient les changements qui seront apportés dans les textes, les choses ne changeront pas si les individus ne changent pas de conception. Dans le landerneau politique désormais, donc nous constatons cette présence des hommes d'affaires. Vous avez notamment parlé de Patrice Talon, dont le retour ne vous a pas impressionné outre mesure. Vous avez parlé de l'ambiance électorale, de l'ambiance préélectorale, de la crédibilité ou non des institutions impliquées dans le processus. Et vous êtes parmi les rares à être tout de même rassuré par rapport à la révision, ou du moins à l'article, à la décision de la Cour constitutionnelle qui, selon certains, révisait l'article 44 de la Constitution. Vous êtes formel. Sur ce point, pour vous, il n'y a pas de motif d'inquiétude. Merci à vous. Vous avez parlé de l'héritage de Boni Yayi, cet héritage qui ne vous inquiète pas plus que ça, malgré tout, mais vous êtes inquiet pourtant sur l'avenir, puisque vous pensez que le prochain président de la République risque de conduire le Bénin pratiquement de la même manière si les choses dans la mentalité des Béninois ne changent pas. Votre
passage sur cette émission fut pour nous un grand plaisir et un honneur. Merci Victor Prudent Tokwanou d'avoir accepté notre invitation. Et rappelons également que Victor Prudent Tokwanou, il est né le 21 juin 1963 et il a effectué plusieurs études au Cameroun, au Togo, au Bénin, en France, à l'école des hautes études internationales et à l'université de Paris, Sorbonne, Panthéon, maître de conférence en sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi, ancien conseiller technique juridique du président Boni Yayi, ancien secrétaire général du gouvernement, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la législation et des droits de l'homme, candidat malheureux à l'élection présidentielle de mars 2011, auteur d'une introduction à la sociologie politique du Bénin, mais surtout de Boni Yayi, où le grand malentendu, celui que nous recevions aujourd'hui, est président du Front Uni pour la République, fur et candidat, a déclaré depuis 2012 à la prochaine élection présidentielle au Bénin. C'était dimanche politique, rediffusion ce soir même, dimanche 22h à la radio, à Diaspora FM, 21h sur nos antennes Eden TV et mardi prochain également à 21h. À bientôt.